Il me revient maintenant de présenter donc, notre invité de ce soir, donc Guillaume Étivan, à ma gauche, qui a 31 ans, qui, dans la vie professionnelle, est expert auprès des comités d'entreprise et qui a, malgré son jeune âge, un parcours militant déjà bien étayé. Guillaume est militant d'Attaque depuis l'âge de 18 ans. Il a adhéré au Parti de gauche en 2009. Il a été secrétaire du comité Paris-Centre, également conseiller national du Parti de gauche, et en janvier 2011, l'économiste membre du Parti de gauche Jacques Généreux lui confie la tête de la commission économie du parti. Et en mars 2013, il devient secrétaire national du Parti de gauche à l'économie et au travail. C'est donc à ce titre-là que nous l'avons invité, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, Guillaume est également membre du bureau de la Fondation Copernic depuis 2011, et pour laquelle il a écrit plusieurs ouvrages, dont ce dernier sur le code du travail. Voilà, j'espère qu'on passerez une bonne soirée comme nous, vous apprendrez plein de choses et que vous aurez plein d'arguments dans la besace en sortant. Et je laisse maintenant la parole à notre invité, Guillaume Étivan, que je vous demande d'applaudir. Merci, donc je vous remercie pour cette invitation et pour ce débat organisé ce soir, parce que je pense que c'est important qu'il y ait un maximum de moments comme ça organisés dans le pays, dans la période. Tout ne se résume pas aux calamités décidées par le gouvernement avec l'état d'urgence, la modification future constitutionnelle, etc., dans la lutte contre le terrorisme. Il y a aussi, dans cette période, des attaques sur tout un tas d'autres sujets. Et on sait très bien que, comme d'habitude, le gouvernement va se servir de tout ce qui se passe autour pour faire passer des choses qui risquent de déstructurer de manière durable notre modèle social, voire de le faire complètement disparaître, sans que la population en ait forcément complètement conscience. Et c'est le cas du Code du travail sur lequel je vais m'attacher pendant mon intervention. Donc comme le disait Adrien, n'hésitez pas, si vraiment il y a quelque chose que je dis qui n'est pas compris, hein, à me faire signe pour que je réexplique, parce que tout le monde n'est pas forcément très habitué au droit du travail. Je vais faire mon mieux possible pour être pédagogique, mais n'hésitez pas. Mais sinon, vraiment pour la discussion, je dirais, de débat politique ou idéologique sur cette question, ce sera à la fin de mon intervention. Donc je le disais, on est dans une période d'attaque globale de la part du gouvernement sur tout un tas de sujets, y compris sur le droit du travail, où on a, depuis l'élection de François Hollande, malheureusement, et contrairement à ce qu'il avait indiqué pendant sa campagne, on est dans un véritable activisme législatif contre le Code du travail. Il y a eu plusieurs lois. Il y a eu la loi de sécurisation de l'emploi, qui a été issue de l'accord national interprofessionnel de 2013, qui est à mon sens la pire une des lois plus réactionnaires qui a été faite pendant toute la Ve République. Donc j'y reviendrai plus en détail dans mon exposé. Nous avons eu l'année dernière la loi Rebsamen, la loi Macron, qui ont encore aggravé les dispositifs de la loi de sécurisation de l'emploi. Et nous allons avoir, a priori, d'après ce qui a été annoncé pour février ou mars, une nouvelle loi qui vise, comme ils disent, à simplifier le Code du travail. Je vais démarrer par là parce qu'on voit bien que c'est l'un des outils de propagande politique et médiatique contre le Code du travail. C'est prétendre qu'il serait trop complexe. C'est prétendre que le Code du travail serait trop lourd. Alors on nous présente toujours ce gros livre rouge. On avait vu François Bayrou comme ça nous le montrer sur un JT. Alors qu'en fait, bon, déjà, s'il est rouge, c'est tout simplement l'éditeur. Vous avez des éditions du Code du travail chez d'autres éditeurs où il n'est pas rouge. Et tous les codes chez cet éditeur sont rouges. Le Code du commerce est rouge, etc. Donc ça n'a rien à voir avec le Code du travail, qu'il soit rouge. Sa taille, en fait, c'est lié au fait que l'édition qu'on montre toujours médiatiquement quand on veut taper sur le Code du travail, c'est l'édition avec tous les commentaires, toute la jurisprudence. Donc forcément, ça fait quelque chose de gros, ce qui est normal. Si on prend simplement le Code du travail lui-même, c'est un livre de petite taille, qui n'est pas du tout plus gros que les autres codes d'ailleurs. Et ce qui peut amener à considérer qu'il a peut-être une taille un peu trop élevée, c'est tout simplement toutes les dérogations patronales. Il y a eu tellement de dérogations patronales obtenues par rapport au code lui-même que forcément ça rajoute des pages à tout ça. Bon. Mais si on prend vraiment le Code du travail lui-même en dehors de tout ça, c'est un petit livre assez facile d'accès avec des principes clairs
comme souvent dans les textes juridiques. Donc là-dessus, c'est pas très compliqué, je dirais, quand on a le temps de discuter avec quelqu'un, de lui expliquer que déjà tout cet argumentaire-là est complètement bidon. Bon, puis sur le fond, de toute manière, je ne vois pas pourquoi le code du travail devrait être petit. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on demande à retirer des éléments du code de la route? Non. On se rend bien compte de l'insécurité que ça créerait pour l'ensemble des automobilistes et des piétons si on enlevait des pans entiers du code de la route parce qu'il serait trop gros et trop complexe. Ça n'a absolument aucun sens. Donc en fait, tous les arguments qu'on donne contre le code du travail sont complètement insensés dès qu'on les imagine un peu sur d'autres types de codes qui légifèrent notre vie de tous les jours. Et on se demande bien pourquoi c'est contre le code du travail qu'on s'attache à utiliser tous ces arguments absolument bidons de A à Z. Eh bien, c'est tout simplement parce que le code du travail, dans tout ce qu'il permet comme sécurisation des salariés, parce que même encore aujourd'hui, malgré toutes les attaques qui ont été faites contre lui, il continue à être une certaine forme de sécurité pour les salariés, bah, ça va à l'encontre des droits de l'employeur et donc derrière des droits des actionnaires qui détiennent les entreprises et qui font toutes leurs injonctions aux employeurs. Donc ils voudraient, leur objectif à terme, oui, c'est de débarrasser du code du travail pour qu'on soit simplement dans une loi de la jungle où dans chaque entreprise on pourrait un petit peu faire la loi qu'on veut et imposer tout ce qu'on souhaite aux salariés. Et malheureusement, ils arrivent à aller assez loin dans leurs attaques puisque la majorité des gens ne savent pas du tout ce qui est dans le code du travail, ne connaissent pas leurs droits. Moi je pense qu'au lycée, pourquoi pas en terminale, pourquoi on n'aurait pas quelques cours, il y a bien les cours d'éducation civique, etc. Pourquoi il n'y aurait pas quelques cours pour savoir, à minima, qu'est-ce que l'employeur a le droit de mettre dans un contrat de travail? Parce que la majorité des gens qui vont travailler dans le privé, l'employeur va leur proposer un contrat de travail, ils vont le signer. Souvent, ils sont prêts à signer n'importe quoi, puisqu'il est tellement difficile aujourd'hui de trouver un contrat de travail vu le niveau de chômage qu'il y a dans notre pays. Donc, ils vont signer quelque chose dont ils ne comprennent concrètement pas grand-chose, puisqu'ils ne savent pas ce que l'employeur a le droit ou pas d'inscrire dans ce contrat de travail. Or, c'est fondamental, puisque c'est ça qui va ensuite, tout au long de la carrière du salarié, qui va lui donner un certain nombre de droits. Donc, du coup, ces attaques, elles passent. Elle passe et la population ne s'en rend pas forcément compte et se considère globalement que oui, pourquoi pas simplifier. C'est vrai que tout ça est très compliqué puisqu'on ne leur a jamais expliqué de manière simple ce qu'il y avait dans le code du travail et en quoi il était nécessaire. Alors je vais vous donner quelques éléments pour comprendre l'intérêt du code du travail. Ce sera ma première partie. Et puis ensuite, j'expliquerai quelle est la méthode de déconstruction de ce code du travail mise en place par le gouvernement d'aujourd'hui, mais qui ne fait qu'aggraver et accélérer ce qui a été initié depuis pas mal de temps, et en particulier depuis les lois Aubry sur la réduction du temps de travail. Et puis enfin, je conclurai mon intervention sur quelques pistes de réforme, mais positives cette fois-ci du code du travail, parce que je pense qu'il ne faut pas être uniquement dans la défensive, il faut aussi proposer des choses. Et moi, je pense à l'inverse, qu'il ne faut pas simplifier, qu'il ne faut pas réduire le code du travail. Et au contraire, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la mondialisation, la financiarisation de l'économie, ça devrait amener à une complexification du code du travail, à rajouter beaucoup d'articles au code du travail, et qu'on doit défendre, nous, un code du travail qui soit encore plus protecteur des salariés et qui soit donc plus important. Bon, pour comprendre l'intérêt du code du travail et du coup tout l'enjeu des attaques qui sont faites contre lui actuellement malheureusement, je partirai d'une phrase de François Rebsamen du 11 mars 2015 qu'il a prononcée au Sénat. Donc je le cite, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase d'ailleurs. « Le contrat de travail n'impose pas toujours un rapport de subordination entre employeurs et salariés. Il est signé par deux personnes libres qui s'engagent mutuellement. » Quand on entend ça, on peut se dire ça reflète simplement l'incompétence notoire de M. Rebsamen en termes de droit du travail, parce que c'est quelqu'un qui n'y connaît rien.
C'est le cas aussi malheureusement de la ministre actuelle qui l'a remplacée. Dans ce gouvernement, comme dans d'autres thématiques, on voit très bien qu'on prend des ministres qui ne connaissent pas le sujet pour lesquels ils sont censés représenter l'intérêt de la population française et de la nation française, et que finalement ils sont simplement là pour faire de la communication, pour défendre dans les médias des lois qui sont décidées par d'autres, c'est-à-dire par le MEDEF directement, ce qui concerne le Code du travail. Mais ça n'est pas qu'un problème d'incompétence, à mon sens. On voit dans cette phrase tout le contenu idéologique qu'il y a dans les réformes qui sont prises par le gouvernement, c'est-à-dire la volonté de nier le pouvoir patronal pour en fait le renforcer. Alors forcément, quand on commence à dire que entre le salarié et l'employeur, il n'y a pas de rapport de subordination, que finalement on peut simplement se mettre autour de la table, discuter et puis trouver la meilleure solution pour l'ensemble, pour les employeurs et pour les salariés, quand on dit finalement bon, il n'y a pas de pouvoir patronal en tant que tel vis-à-vis du salarié, et bien donc après on se dit bah oui, pas besoin d'un code du travail pour défendre les salariés, laissons-les s'auto-organiser dans les différentes entreprises, et puis tout ira mieux pour tout le monde. Sauf que la réalité, c'est que le pouvoir patronal est très fort, c'est que le rapport de subordination, il existe, et que autour d'une table, entre l'employeur et le salarié, bah, il y en a un qui a le droit de licencier l'autre, et l'autre qui peut être licencié par l'employeur. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un rapport de subordination du salarié par rapport à l'employeur qui détermine forcément toutes les relations qui vont se faire entre eux, et c'est bien pour ça qu'on a un code du travail protecteur des salariés pour dire, bah non, l'employeur, il n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut, y compris si le salarié est d'accord pour faire ça. Non, la loi va dire, non, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit de réduire le salaire de quelqu'un si sur son contrat, il y a marqué tel niveau de salaire, eh bien, qui signe, encore un coup du MEDEF. Non, mais à chaque fois, j'ai ça. C'est bon? Ça va. Il y a des petites vibrations bizarres. Je continue. Vous ne pouvez pas baisser le salaire de quelqu'un sans qu'il signe un avenant à son contrat de travail. Si dans son contrat de travail, il y a tel niveau de salaire, par exemple, même si le salarié disait d'accord à son patron autour d'une table. Voilà, il y a besoin comme ça d'un code du travail qui fixe un certain nombre de règles. Bon. Ce rapport de subordination, pendant toute une époque, et c'est à cette époque-là que veut nous ramener M. Rebsamen et ses amis du grand patronat, pendant toute une époque, on a considéré qu'il n'y avait pas de rapport de subordination, effectivement, entre l'employeur et le salarié. Et ça venait notamment, c'est ce qu'on explique au début du bouquin de la Fondation Copernic que j'ai coécrit et que je vous invite à lire, ça venait en partie pour de bonnes raisons, parce que après la Révolution française, à partir du moment où on avait mis à bas l'ancien régime, on a considéré que du coup les citoyens français, c'est le but de la République française, hein, les citoyens français étaient égaux. On avait abattu cette inégalité entre le clergé, la noblesse et le tiers-état, et du coup, au sein des ateliers, beaucoup considéraient, en tous les cas c'était la pensée dominante à l'époque, beaucoup considéraient que l'employeur et l'employé, c'était deux citoyens, et donc ils pouvaient tout à fait finalement se mettre d'accord. Et si une décision était prise, bah forcément elle était bonne pour chacun, ou en tous les cas, si elle venait entraver certaines libertés du salarié, c'était bien normal, c'était librement consenti, comme le dit M. Rebsamen, entre l'employeur et le salarié. Il y a eu de larges évolutions par rapport à ça au XIXe siècle, et en particulier à la fin du XIXe siècle, et notamment un arrêt qui est important qu'on cite dans le livre, qui est l'arrêt des sabots, qui est assez emblématique de ce qu'est le rapport de subordination. C'était une ouvrière qui s'était vue infliger à l'époque une lourde amende, qui atteignait à peu près un tiers de sa rémunération, parce qu'elle était venue au travail en sabots, alors que le règlement intérieur de son atelier imposait le port des souliers.
Il était indiqué que si vous veniez en sabot, vous payez cette amende. Sauf que la pauvre dame n'avait pas les moyens de s'acheter des souliers, donc elle était venue du coup en travaillant en sabot parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, tout simplement. Et à l'époque, donc elle a contesté l'amende qui lui était donnée en disant je n'avais pas le choix. Et à l'époque, ce qui a été jugé, c'est de considérer qu'à partir du moment où elle avait signé son contrat, qu'elle avait accepté de travailler dans cet atelier et qu'il y avait ça qui était indiqué dans le règlement intérieur, eh bien l'amende était tout à fait justifiée. Voilà, parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas de rapport de subordination entre elle et son employeur, que à partir du moment où elle avait accepté cela, ça s'appliquait. Aujourd'hui, grâce au Code du travail, on ne pourrait pas faire ça puisque cette amende serait jugée complètement disproportionnée, puisque les juges établiraient que la personne n'a pas les moyens de s'acheter des souliers, qu'on ne peut pas imposer à un salarié de venir avec tel ou tel type de chaussures, ou que sinon c'est à l'employeur de financer le vêtement, l'uniforme, les chaussures, etc., qui correspondent au métier que doit faire la personne dans son entreprise ou dans son atelier. Et à partir en fait de cet arrêt des sabots, il y a eu des batailles juridiques, il y a eu différents arrêts de la Cour de cassation, et finalement, on a abouti à la construction, au début du XXe siècle, du Code du travail, c'est-à-dire de considérer que sur l'ensemble des éléments qui régissent la vie du salarié dans son entreprise, eh bien, il faut qu'il y ait des protections qui s'appliquent, parce que sinon les employeurs peuvent imposer tout et n'importe quoi aux salariés, donc il faut encadrer le pouvoir patronal à cause de ce rapport de subordination. Donc quand on entend, je donne l'exemple de Rebsamen, mais beaucoup d'autres utilisent le même argument, quand on entend cette négation du rapport de subordination, qu'on trouve aussi dans les termes de dialogue social, par exemple, dialogue social qui est en fait une légitimation du pouvoir patronal, on peut considérer réellement qu'il y a un dialogue social que s'il y a égalité entre les gens qui sont autour de la table et qui négocient. Donc que s'il n'y a pas de rapport de subordination. Donc, le dialogue social, c'est l'autre nom de cette négation du rapport de subordination. Il faut, quand on entend tout ça, bien comprendre pourquoi est-ce qu'on a un code du travail, et c'est bien parce que le code du travail prend en compte ce rapport de subordination et considère qu'il faut protéger les salariés par rapport à l'employeur. Alors vous en avez beaucoup, y compris du côté du patronat, qui vont vous dire, oui, on admet qu'il y a un rapport de subordination, c'est vrai, qui vont même admettre le simple principe marxiste qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est obligé de travailler pour vivre et qu'il est obligé du coup de trouver un emploi pour pouvoir nourrir sa famille, etc., il est dans un rapport de subordination par rapport à l'employeur qui va lui donner cet emploi qui lui permettra de vivre, mais ils vont considérer, en tout cas ils vont affirmer, que certes il y a ce rapport de subordination, mais que le pouvoir patronal est en grande diminution dans les entreprises, et que finalement les évolutions de la société, les évolutions technologiques vont faire en sorte que les salariés seraient de plus en plus libres dans les entreprises, que ce serait fini le vieux temps des ateliers, des usines, etc. Et que maintenant, avec le développement de l'économie de la connaissance, du tertiaire, etc., on n'en serait plus là, et que donc il faudrait un code du travail qui serait très largement allégé et qui n'aurait plus besoin de tous ces dispositifs. Ça aussi, c'est à contester, évidemment, très largement. Parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation du pouvoir patronal. C'est-à-dire que déjà les évolutions technologiques, elles sont utilisées pour augmenter le pouvoir patronal. On voit très bien le nombre de salariés qui continuent à consulter leurs emails quand ils rentrent le soir, ou qui travaillent par Internet le week-end de chez eux. Donc on étend toute la sphère de la domination patronale sur le salarié. On a eu la mise en place des entretiens d'évaluation, de tous les dispositifs d'évaluation sur les salariés qui sont vraiment développés ces dernières années, qui accentuent le pouvoir patronal, parce qu'on sait tout le côté arbitraire et discrétionnaire qu'il y a dans ces entretiens d'évaluation. On a la banalisation de la vidéosurveillance dans les entreprises. On a tout un tas d'éléments qui font que, en fait, le pouvoir patronal, il est de plus en plus fort, il est de plus en plus perfectionné. On a toutes ces nouvelles techniques de management, ce qu'on appelle le lean management par exemple,
le fait d'organiser l'espèce de réunion où finalement les salariés sont censés se manager eux-mêmes, mais en fait ça crée évidemment une suspicion généralisée entre tout le monde et on fait en sorte que les salariés soient leurs propres exploiteurs, mais ça ne change rien in fine au fait que c'est l'employeur et derrière lui les actionnaires qui imposent sa logique à l'ensemble des salariés. Donc ce rapport de subordination il est de plus en plus fort. Les employeurs sont de plus en plus sécurisés, parce qu'on nous vend ça aussi, on entend beaucoup dans les médias, vous allez voir dès qu'ils vont faire leur projet de loi en février, ça va être ça aussi. Il faut sécuriser les employeurs parce qu'ils auraient peur d'embaucher. Et donc finalement, s'il y aurait 6 millions de chômeurs dans notre pays, c'est parce que les pauvres employeurs auraient tellement peur d'embaucher, parce que ce serait tellement difficile de licencier des gens. Ça c'est complètement absurde. Je veux dire, le risque dans une entreprise, il n'est pas porté par l'employeur, il est porté par le salarié. C'est le salarié qui risque d'être licencié. C'est très facile de licencier les gens. Les prud'hommes ont été quasiment liquidés par le gouvernement. C'est très simple de licencier quelqu'un. Vous faites des licenciements économiques. Il n'y a même plus besoin d'avoir un motif économique sérieux pour faire un licenciement économique aujourd'hui, puisque dans le Code du travail, et la jurisprudence qui s'est faite autour, malheureusement, la notion de sauvegarde, de nécessité de sauvegarde de la compétitivité peut permettre de faire des licenciements économiques et donc des plans de sauvegarde de l'emploi. Un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qu'on appelle couramment un plan social, c'est quand vous avez plus de 10 licenciements économiques dans une entreprise, un employeur est obligé de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, mais pas du tout besoin qu'il y ait des difficultés économiques dans l'entreprise. Il suffit qu'il considère que pour sauvegarder ses parts de marché par rapport à ses concurrents, il a besoin de licencier. Il n'y a rien de plus simple aujourd'hui que de licencier les gens. On voit beaucoup d'employeurs qui inventent des fautes, et après, pour le salarié, ça va être tellement long la procédure en prud'homme. L'indemnité versée sera tellement faible qu'il n'y a aucun risque pour l'employeur à licencier des salariés qui n'ont commis absolument aucune faute. Donc de ce point de vue-là, les employeurs sont complètement sécurisés. Le taux de contestation en prud'homme, je le dis, en plus est très faible. Les infractions relevées par l'inspection du travail sont extrêmement faibles. Donc le risque, il est porté par les salariés eux-mêmes. Si vous prenez par exemple, très souvent, quand vous avez deux entreprises qui se rapprochent, il y en a une qui en rachète une autre, vous avez des fusions-acquisitions, vous allez souvent avoir malheureusement après ce rapprochement, vous allez avoir des plans de licenciement, puisqu'il y aura des doublons. Donc c'est souvent pour ça que vous avez des fusions-acquisitions, pour faire des économies au global sur la masse salariale. Là, on voit très bien dans ces cas-là que l'actionnaire ne porte absolument aucun risque, puisque quand vous avez des actionnaires qui détiennent une entreprise, pour les grandes entreprises, souvent ce sont des fonds d'investissement. Cette entreprise rachète une autre entreprise. Bon. Alors beaucoup de salariés se disent, quand même, l'actionnaire il met de l'argent pour racheter l'autre entreprise, donc il court quand même un risque. Mais pas du tout, ça n'arrive quasiment jamais. Jamais l'actionnaire ne remet d'argent. En fait, il fait racheter l'autre entreprise par sa première entreprise, grâce à un endettement auprès des banques. D'accord ? Donc l'actionnaire lui-même n'a pas remis d'argent. Et ensuite, après le rachat, ils font des plans de licenciement pour que l'ensemble, globalement, dégage plus de profitabilité grâce à la diminution de la masse salariale. Et le cash ainsi dégagé vient rembourser l'emprunt à la banque. Donc le risque a été intégralement porté par les salariés et pas du tout par les actionnaires qui étendent ainsi leurs droits de propriété, qui ont des quasi-monopoles dans certains domaines, sans porter plus aucun risque. Ils ont peut-être à la rigueur porté le risque initial, la mise de départ pour la première entreprise achetée, mais très souvent ce sont des rentiers, ils ont hérité de ces entreprises, ils ont hérité de beaucoup d'argent, en tout cas pour les grandes entreprises évidemment, je ne parle pas des TPE, des petites entreprises, mais pour les grandes entreprises c'est le cas, donc il n'y a aucun risque porté par les actionnaires, tout le risque est porté par les salariés, c'est bien pour ça qu'il faut les protéger au maximum, notamment dans le cadre de ces plans de sauvegarde de l'emploi. Donc il n'y a aucune raison de sécuriser particulièrement les employeurs dans notre pays. Ils sont déjà très sécurisés et les actionnaires encore plus. Donc il faut vraiment lutter contre ces idées-là.
qui sont en plus globalement des vieilles idées. C'est-à-dire qu'un autre élément dans la propagande médiatique pour casser le code du travail, c'est de prétendre qu'il y aurait une espèce de modernité des idées néolibérales et que finalement le code du travail serait archaïque, comme la totalité de notre modèle social, les retraites, la sécurité sociale, etc. Or, le code du travail est beaucoup plus moderne dans l'histoire des idées que les idées néolibérales. Les idées néolibérales, sont simplement l'application politique des théories néoclassiques, qui datent de la fin du XIXe siècle. Cette idée globale de considérer que, finalement, si on laissait le libre marché fonctionner naturellement, il atteindrait de fait le salaire d'équilibre qui correspond à l'offre et à la demande d'emploi, et qu'à ce salaire d'équilibre, il n'y aurait pas de chômage, et que ce qui empêche de trouver ce salaire d'équilibre, ce serait toutes les soi-disant rigidités du code du travail, le salaire minimum, etc. Et que donc il faudrait casser tout ça pour en arriver finalement à une concurrence libre et non faussée, comme ils disent, et un libre marché qui fonctionnerait naturellement et qui permettrait d'aboutir au plein emploi. Cette idée-là, c'est la fin du XIXe siècle, c'est très ancien, et le code du travail s'est construit après cela, justement en prenant acte que la réalité, ça n'est pas cela. Donc il faut défendre le code du travail non seulement pour les droits indispensables qu'il donne aux salariés, mais aussi pour sa modernité historique et pour le fait qu'il est bénéfique économiquement. Tout ce qu'on nous raconte sur la compétitivité, etc., qui rendrait nécessaire la casse du code du travail, c'est complètement faux. Je veux dire, on a eu des grandes périodes de croissance économique dans notre pays avec un code du travail qui, dans le même temps, progressait, sécurisait de plus en plus les salariés. Donc il n'y a pas du tout de contradiction entre un fort niveau de protection des salariés et un niveau d'activité économique qui progresserait. Vous pourrez prendre l'ensemble des exemples, même autour de nous. Je ne prends pas que le cas de la France. Même on nous vend beaucoup le modèle allemand. Allons regarder en détail le modèle allemand. Un salarié en CDI en Allemagne est plus protégé qu'en France. C'est plus facile de licencier un salarié en CDI en France qu'en Allemagne. Donc, et après, vous avez tous les droits des représentants des salariés. On peut contester pour d'autres raisons, mais en tous les cas, il y a tout un tas de droits des salariés en Allemagne. Donc, tous ces arguments-là ne tiennent pas une seule seconde. Il faut réussir à trouver le temps d'en discuter avec chacun, parce que malheureusement, comme vous le voyez dans les médias, ce que j'essaye de dire là en quelques minutes n'est jamais défendu par personne, en tout cas sur les grandes chaînes, ou alors très rarement, malheureusement. Bon. Donc ça, c'est le cadre global, je dirais, de l'offensive en termes de propagande, et comment essayer d'y résister par quelques arguments que j'espère simples. Après, là, je vais m'attacher au cœur des réformes mises en place par le gouvernement, qui se basent sur la mise en avant, comme je le disais tout à l'heure, de ce qu'ils appellent le dialogue social, de ce qu'ils appellent les partenaires sociaux, de ce qu'ils appellent la négociation collective. Bref, tout un tas de choses qui nous amèneraient à penser qu'on pourrait, comme ça, finalement, laisser chaque entreprise, et donc les salariés et les employeurs dans chaque entreprise, libres de négocier ce qu'ils souhaitent, et que ce qu'ils négocient dans chaque entreprise s'imposerait à la loi, voire aurait valeur de loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la négociation collective a été un droit acquis par la lutte sociale, par les salariés. Il ne faut pas... Maintenant que c'est utilisé comme ça, il ne faudrait pas pour autant s'opposer au fait même de la négociation collective. Parce qu'au départ, la négociation collective, ça a été acquis par les organisations syndicales et les luttes sociales pour avoir des dispositifs plus favorables dans les entreprises que ce que prévoyait la loi. Parce que le Code du travail, il fixe un socle protecteur, un socle minimum, qu'on peut effectivement faire mieux dans les entreprises. Donc c'est positif d'obtenir des avancées sociales par la négociation collective. Vous avez eu un certain nombre de choses, par exemple les batailles sociales dans l'industrie automobile dans les années 50-60, sur la question de la réduction du temps de travail, ont amené
quand ces batailles ont été gagnées, une généralisation à tout le pays, avec des nouvelles semaines de congés payés pour l'ensemble de la population française. Donc à l'époque, les luttes sociales étaient des points d'appui. Quand elles obtenaient des choses, ça pouvait être ensuite transcrit politiquement pour que ce soit plus favorable pour l'ensemble des salariés. Donc il y avait vraiment un contenu progressiste de cette négociation collective. Et puis petit à petit, les droits des syndicalistes à négocier dans les entreprises ont progressé grâce aux batailles syndicales. Elles ont progressé jusqu'aux lois Auroux, au début du premier mandat de M. Mitterrand, où déjà on commençait à avoir des éléments qui laissaient poindre ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce que si vous lisez le rapport Auroux, vous y voyez déjà apparaître l'idée qu'il y aurait des intérêts communs entre les employeurs et les salariés. Ce qui n'était pas du tout dans le logiciel du Parti Socialiste auparavant. Ça apparaît au moment du rapport Auroux. Et cette idée-là, elle va se développer de manière exponentielle au fur et à mesure des années, à travers plusieurs lois qui vont être prises, et notamment les lois Aubry sur la réduction du temps de travail. Alors évidemment, il ne s'agit pas ici de remettre en cause les 35 heures, c'est évidemment une avancée positive que de réduire le temps de travail. Aujourd'hui, on pourrait tout à fait arriver aux 32 heures, étant donné les gains de productivité qui ont été faits depuis cette époque-là. Mais la manière dont ça a été mis en place, et notamment les lois Aubry 2, ont permis un grand nombre de dérogations patronales à cette réduction du temps de travail, ont permis le développement notamment du forfait jour, et ont amené petit à petit la situation actuelle où dans de nombreuses entreprises on ne compte même plus le temps de travail et les salariés sont complètement livrés à eux-mêmes et ont finalement un salaire, si on le ramène à l'heure de travail, qui est beaucoup plus faible que ce que ça devrait être si on appliquait réellement les 35 heures. Donc, les lois Aubry, elles ont permis comme ça dans chaque entreprise au patronat d'imposer des choses qu'ils n'auraient pas pu imposer aujourd'hui et d'entraîner la négociation collective vers ce que j'appellerais un principe de défaveur. C'est-à-dire auparavant, il y avait ce qu'on appelait le principe de faveur, c'est-à-dire l'idée que oui, on pouvait négocier quelque chose dans les entreprises, mais l'accord d'entreprise ne pouvait déroger à l'accord de branche que s'il lui était plus favorable, et l'accord de branche ne pouvait déroger au code du travail lui-même que s'il lui était plus favorable, ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, avec le code du travail qui était la norme au-dessus de toutes les autres, et ensuite tout en dessous, toutes les autres normes ne pouvaient déroger que plus favorablement à cette norme entre guillemets suprême qui était le code du travail. Petit à petit, on s'est mis à inverser cette hiérarchie des normes et à aller vers un principe de défaveur en disant, sur certains éléments, donc là je prenais le cas très symptomatique de la réduction du temps de travail, mais sur d'autres éléments, on va pouvoir déroger dans l'entreprise à l'accord de branche. L'accord de branche va pouvoir déroger au code du travail, y compris si c'est en défaveur des salariés, en considérant qu'à partir du moment, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on considère qu'il n'y a pas de rapport de subordination, où on peut se mettre autour de la table et trouver la meilleure solution pour tout le monde, et à considérer qu'à partir du moment où un accord a été signé entre employeurs et représentants des salariés, forcément c'est que c'est le meilleur compromis possible, et bien à partir de là, on va dire pourquoi ne pas permettre des dérogations très larges, y compris dans des choses qui vont être moins positives pour les salariés que ce qui est prévu par le Code du travail. Donc c'est ça la logique générale dans laquelle on est très fortement depuis le mandat Hollande, beaucoup plus que pendant le mandat Sarkozy. Sarkozy avait été beaucoup moins loin que François Hollande, et Hollande a repris des éléments que Sarkozy n'avait pas réussi à mettre en place. Bon. Je vais donner quelques éléments de la loi de sécurisation de l'emploi en essayant de rester simple et de ne pas trop rentrer dans les détails, mais ça me paraît vraiment important parce que c'est ça qui va amener finalement petit à petit, c'est pour ça qu'on a intitulé le bouquin « Code du travail en sursis », c'est ça qui va amener petit à petit, malheureusement, si on continue sur cette pente, à la disparition du Code du travail. Là, on est vraiment sur une pente qui va amener à la fin du Code du travail, c'est-à-dire où le Code du travail fixera peut-être quelques grands principes, mais où globalement tout se résoudra dans l'entreprise, et donc vous aurez
des droits différents pour les salariés selon qu'ils sont dans une entreprise ou une autre, ce qui met complètement fin au pacte républicain, à l'unité et l'indivisibilité de la République que nous défendons, puisque à même qualification, à compétence égale, à expérience équivalente, un salarié, s'il est dans une entreprise plutôt qu'une autre, aura des droits très largement différents si on va au bout de la logique qui est mise en œuvre. Je vais donner un premier exemple qui est à mon avis le plus grave. C'est la procédure dont je parlais tout à l'heure pour mettre en œuvre des plans sociaux, des plans de sauvegarde de l'emploi, parce que là, ça touche très concrètement les gens, puisque ça les remet sur le marché du travail, et que le Code du travail il prévoit justement tout un tas de protections. Donc, quand on met en œuvre un PSE, à partir du moment où l'employeur compte faire ses licenciements économiques, c'est une progression du droit qui a eu la mise en place du PSE, puisqu'il permet qu'il y ait des droits collectifs pour l'ensemble des salariés, que ce ne soit pas chacun licencié individuellement avec sa propre capacité à potentiellement aller contester devant les prud'hommes son licenciement économique. L'idée du PSE, c'est de dire non, à partir du moment où vous faites plus de 10 licenciements, il va y avoir des droits qui vont s'imposer à l'employeur pour sécuriser l'ensemble des salariés. Et c'est ça qui a cassé en grande partie la loi de sécurisation de l'emploi. Par exemple, sur un élément qui est fondamental, c'est qu'auparavant, quand vous mettiez en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur disait, par exemple, je veux licencier des personnes. Ce n'est pas de la faute de ces personnes si elles sont licenciées, elles n'ont pas commis de faute, puisque c'est censé être pour une raison économique, ce sont des licenciements économiques. Donc il n'y a pas de raison que l'employeur puisse cibler qui il va licencier et dire moi c'est un tel que c'est ces 10-là que je veux licencier. Non, ce serait pas logique puisque les salariés n'ont pas commis de faute. Donc la logique du plan de sauvegarde de l'emploi jusqu'à la loi de sécurisation de l'emploi de 2013, c'était de dire on va appliquer des critères de licenciement qui vont être basés sur l'âge, sur l'ancienneté, sur la charge de famille et sur le handicap. Et on va dire on va attribuer un certain nombre de points aux salariés selon ces différents critères. Ces critères vont être appliqués sur le périmètre de l'entreprise, dans son intégralité, et vont du coup déterminer qui va être licencié dans le but de protéger les plus fragiles. Que les gens qui sont les plus fragiles sur le marché du travail ne soient pas licenciés, et qu'on licencie ceux qui auront a priori le plus de facilité à retrouver un emploi parce qu'ils ne sont pas trop âgés ou parce qu'ils ont suffisamment d'expérience, etc. C'était ça la logique, l'un des aspects, il y en a beaucoup d'autres, du plan de sauvegarde de l'emploi. Qu'est-ce qui a fait la loi de sécurisation de l'emploi? Elle a affirmé s'il y a un accord dans l'entreprise qui déroge à cela et qui dit finalement vos critères de licenciement, vous n'allez pas les appliquer à l'ensemble de l'entreprise, vous allez pouvoir les appliquer à un établissement, à un service, à une région. Si un accord qui est signé du coup, par les organisations syndicales et par l'employeur, et bien du coup il s'applique en dérogation au code du travail. Donc vous avez là quelque chose qui brise complètement la logique du plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire la possibilité de faire un accord majoritaire qui déroge au code du travail. Alors ça peut être là-dessus, mais ça peut être sur plein d'autres choses. Et qu'est-ce qui va se jouer quand il y a un PSE? Va se jouer du coup une négociation avec les organisations syndicales, très souvent qui à juste titre vont demander peut-être à ce qu'il y ait moins de licenciements, à ce qu'il y ait des indemnités de licenciement plus élevées, à ce qu'il y ait un congé de reclassement plus long, et l'employeur qui va dire ok, mais si vous voulez que j'améliore le plan, il va me falloir de signer mon accord majoritaire, et dans cet accord majoritaire, moi je vais inscrire toutes les dérogations que je veux par rapport au Code du travail. Et malheureusement, les syndicalistes, ce nouveau cadre légal les prend au piège, parce que sinon, ils n'ont pas d'autre solution pour améliorer le PSE, pour qu'il soit meilleur pour les salariés licenciés. Et donc, vous avez de nombreux accords majoritaires qui sont signés depuis l'application de cette loi. Moi, je les vois, puisque c'est mon métier, je fais de l'expertise auprès des comités d'entreprise, donc j'interviens dans ces cas-là pour aider les organisations syndicales, vous avez ces accords-là qui sont appliqués.
Ça, c'est la première étape. C'est pour ça que je donne cet exemple, parce qu'à mon avis, il montre bien la tactique du gouvernement et du patronat dont il défend les intérêts. Ça, c'est la première étape. On dit un accord majoritaire peut déroger sur ces aspects-là fondamentaux du droit du travail. Donc ça, c'est la loi de sécurisation de l'emploi 2013. Étape suivante, loi Macron. Et là, qu'est-ce que nous dit M. Macron? Bon, on a pu constater que ces accords majoritaires dérogeant sur les critères d'ordre d'application des licenciements économiques se sont multipliés depuis la loi de sécurisation de l'emploi. Ça rentre globalement dans les affaires courantes. On va le mettre directement dans la loi. Du coup, qu'est-ce qu'a fait la loi Macron? Elle a dit qu'il n'y a même plus besoin d'accord majoritaire. Aujourd'hui, un employeur peut unilatéralement appliquer les critères d'ordre où il veut, comme il le veut, et donc cibler qui il va licencier. Donc vous avez concrètement des employeurs qui vont dire, voilà, je vais appliquer les critères sur ce service où il y a, je ne sais pas, 12 personnes, et donc les 10 sont licenciés. On saura qui seront les personnes licenciées. J'ai même vu dans le cadre de mon métier des employeurs cibler des salariés handicapés pour les licencier. On voit des syndicalistes ciblés pour être licenciés. Voilà, ce sont des choses gravissimes qui sont en train de se passer aujourd'hui à cause, très concrètement, des lois qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Autre élément qui a complètement déstabilisé la représentation des salariés dans ce cadre-là, avec cette loi de sécurisation de l'emploi, toujours sur ce thème du plan de sauvegarde de l'emploi, c'est qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Avant tous les dispositifs que je viens de vous parler. L'employeur est obligé de présenter son plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise. Vous savez, le comité d'entreprise, il est élu par les salariés pour les représenter, donc il a des droits d'information, de consultation. Il peut remettre un avis sur tout un tas de sujets, notamment quand il y a un plan social. Il est présenté au comité d'entreprise, et tant que l'employeur n'avait pas l'avis du comité d'entreprise sur ce PSE, l'employeur ne pouvait pas le mettre en œuvre. Alors l'avis pouvait être favorable ou défavorable, ça ne changeait rien, il le mettait en œuvre quand même, mais tant qu'il n'avait pas l'avis, d'accord, l'employeur ne pouvait pas le mettre en œuvre. Évidemment, l'employeur, avec derrière lui les actionnaires qui lui mettaient la pression, avait intérêt à mettre en œuvre le plus rapidement possible ce plan de sauvegarde de l'emploi, et du coup s'instaurait une bataille au sein du comité d'entreprise avec les représentants des salariés qui disaient à l'employeur « Non, mais là, on ne peut pas remettre notre avis de manière éclairée, on n'a pas suffisamment d'éléments, on n'a pas suffisamment d'informations, donc on ne peut pas dire si on est favorable ou défavorable, si vous voulez. » Il y avait ainsi un rapport de force qui s'instaurait de manière très forte, parce que la jurisprudence disait que tant que le comité d'entreprise considérait ne pas avoir suffisamment d'informations pour remettre un avis, il n'avait aucune obligation de le faire. Donc vous aviez des procédures de plan de sauvegarde de l'emploi qui duraient des mois et des mois et des mois, et qui se finissaient par une amélioration très importante parfois du plan de sauvegarde de l'emploi, une diminution parfois des licenciements économiques, parce qu'à l'arrivée, l'employeur disait « Bon, ok, vous voulez que j'améliore quoi dans le plan pour enfin me donner votre avis ?» Je résume, mais c'était un rapport de force, c'était une véritable lutte de classe au sein du comité d'entreprise qui se déroulait. Ça a été liquidé par la loi de sécurisation de l'emploi, qui a dit l'absence d'avis vaut avis défavorable. Donc aujourd'hui, depuis cette loi du gouvernement actuel, si le comité d'entreprise a un délai préfixe pour rendre son avis, si au terme du délai il considère qu'il n'a pas eu assez d'informations, il ne le rend pas, l'avis est réputé rendu. Donc c'est terminé. Le comité d'entreprise est devenu la chambre d'enregistrement des plans sociaux. Et donc, comme vous n'avez plus ce levier-là, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, le seul levier pour améliorer un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est de signer un accord majoritaire, et l'employeur va dire « Ok, je mets ces améliorations, mais en échange, je déroge à des pans entiers du code du travail. » Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais c'est vraiment... on est là dans une modification de ce qui était la sécurité des salariés dans les entreprises, qui est gravissime. La plupart des gens n'en ont pas conscience tant qu'ils ne sont pas eux-mêmes confrontés à un plan de licenciement, mais je peux vous assurer que les innombrables salariés licenciés malheureusement dans notre pays, puisque bien sûr depuis la loi de sauvegarde de l'emploi, la loi de sécurisation de l'emploi, les plans de licenciement se sont multipliés dans le pays.
le nombre de licenciements économiques se sont multipliés, parce que c'est devenu tellement facile pour les employeurs de licencier qu'ils le font de manière beaucoup plus large et fréquente, et donc on en est là. Autre exemple dont vous avez peut-être entendu parler, les accords de maintien dans l'emploi, qui sont aussi contenus dans cette loi de sécurisation de l'emploi. Sarkozy n'avait pas réussi à le faire. Il avait essayé de mettre en œuvre ce qu'ils appelaient les accords compétitivité-emploi au début de l'année 2012, avant l'élection présidentielle. À l'époque, il y avait eu l'opposition de la CFDT, donc ça n'était pas passé. Cette fois-ci, malheureusement, ce syndicat a soutenu la loi de sécurisation de l'emploi, qui contient donc l'accord de maintien dans l'emploi, c'est la même chose. C'est l'idée que, en cas de difficultés économiques, mais les difficultés économiques, c'est comme ce que je disais pour les plans sociaux tout à l'heure, n'importe quoi peut être considéré comme étant une difficulté économique par un employeur, quasiment. Eh bien, on va pouvoir négocier dans une entreprise avec les organisations syndicales un accord qui va diminuer les salaires des salariés, en disant, c'est le chantage à l'emploi, en disant, si on ne diminue pas votre salaire, on met la clé sous la porte, etc., etc. Et cet accord va s'imposer au contrat de travail du salarié. C'est ça qui est complètement nouveau. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, avant, dans le Code du travail, il fallait un avenant signé par le salarié pour baisser son salaire. On n'a pas le droit de baisser le salaire des gens comme ça. Là, ça va s'imposer au salarié. Et donc, s'il refuse l'avenant à son contrat de travail, eh bien, il est licencié. Il est licencié. Ça, c'était la première étape, toujours la même logique. Première étape, loi de sécurisation de l'emploi. Deuxième étape, loi Macron. Qu'est-ce qu'elle va dire, la loi Macron? Elle va dire, non seulement le salarié, il est licencié, mais il n'est même pas licencié économique, il n'a pas les droits qui sont liés au licenciement économique, il est licencié sui generis, c'est-à-dire que la cause de son licenciement est contenue dans l'accord signé au sein de l'entreprise lui-même. Et donc le salarié n'a plus aucune possibilité, quasiment plus aucune possibilité, de contester son licenciement. Donc il est complètement pieds et poings liés par la décision qui a été prise. Donc voilà, je donne ces quelques exemples parce que c'est de cette manière-là, si vous voulez, que petit à petit, on casse le Code du travail. C'est-à-dire que ça n'est pas une grande loi qui met fin au Code du travail en détruisant tout ce qu'il contient. Non. C'est une méthode comme ça, des petits pas. Chaque année, le gouvernement fait une nouvelle loi, voire plusieurs, puisqu'on a eu Macron et Rebsamen l'année dernière, qui détruisent des pans entiers du Code du travail, mais où on peut avoir l'impression, vu de l'extérieur, que la logique générale est maintenue. Aujourd'hui, la plupart des gens continuent à considérer qu'on a un Code du travail qui est trop compliqué, trop grand, etc., qui est globalement très protecteur par rapport à ce qu'on voit ailleurs, alors que vous avez des pans entiers qui ont déjà été liquidés. Le gouvernement poursuit sa tragique dynamique, sa mortifère dynamique, et il va présenter un projet de loi, a priori en février-mars, qui est basé notamment sur le rapport Combrexel. Donc nous, on a rédigé notre bouquin notamment contre ça. Donc on évoque beaucoup le rapport Combrexel qui a été rendu en octobre dernier dans notre livre. Donc on ne sait pas encore exactement du coup ce qu'il y aura dans le projet de loi lui-même. Par contre, on sait ce qu'il y a dans le rapport Combrexel. On sait aussi, parce que l'offensive, comme à chaque fois, elle se multiplie. Donc on sait aussi ce qu'il y a dans le rapport Terra Nova qui a été fait l'année dernière. On sait ce qui a été mis dans l'ouvrage rédigé notamment par M. Badinter l'année dernière. Et là, il doit remettre une note au Premier ministre en début d'année. Et tous ces éléments-là défendent exactement la même chose. C'est de dire il faut un code du travail, comme ils disent eux, beaucoup plus simple, en gros, qui fixe des grandes tendances, des grandes orientations, des grands principes, mais où tout le reste soit négocié dans l'entreprise. C'est ça le but final, c'est le but de Robert Badinter. Ils ont été très malins en l'utilisant, puisque Robert Badinter a bien sûr plein de qualités, mais ce n'est pas du tout un spécialiste du droit social, il n'y connaît rien, c'est pas son sujet, et ça va être la caution de gauche indiscutable. Vous allez le voir sur tous les plateaux télé, et dès que vous direz que M. Badinter dit des âneries, que ce qu'il dit est dangereux pour les salariés, on nous dira, attendez, c'est quand même M. Badinter, attention.
Voilà. Donc ça, c'est très malin, ça va être très puissant. Malheureusement, il est rentré dans ce jeu-là. Je pense qu'il ne se rend pas compte lui-même, parce que c'est vrai que ces gens-là qui rédigent toutes ces notes n'ont jamais foutu les pieds dans une entreprise. Donc ils ne savent même pas ce que c'est le rapport de subordination, ils ne savent pas ce qu'est être un salarié. Donc ils peuvent s'imaginer que finalement, une entreprise, c'est le pays des bisounours, qu'on peut laisser tout le monde discuter, qu'on arrivera à la meilleure solution pour tout le monde. La réalité concrète de la lutte de classe, qui est vécue par tous les salariés dans notre pays, les seuls qui ne la vivent pas, c'est ceux qui rédigent les lois, et c'est ceux qui sont dans les think tanks financés par le patronat, qui permettent de faire tout l'outillage de propagande pour convaincre l'intégralité de la population. Et ensuite, voilà, les dés sont jetés, puis c'est terminé. Dans tous les médias, vous avez les mêmes experts qui disent les mêmes choses, qui font semblant de débattre, comme sur le plateau de C'est dans l'air. On a l'impression chaque soir qu'il y a un débat, alors tout le monde dit exactement la même chose. Cette mystification est d'autant plus forte sur le code du travail que malheureusement, peu de gens connaissent leurs droits dans ce domaine-là. Donc ça va se poursuivre, hein, c'est-à-dire que très concrètement, tout ce que je vous explique, et par exemple sur le PSE, va être étendu, cette logique va être étendue à tous les pans du code du travail progressivement. C'est-à-dire que par exemple, on pourra négocier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ce sera ça à la fin des 35 heures. Ils ne vont pas vous dire tout d'un coup les 35 heures c'est terminé. Ils vont dire entreprise par entreprise, on pourra négocier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Voilà. Et donc du coup, ce sera complètement terminé d'une durée légale du temps de travail sur le territoire français. Donc vous allez avoir ça, et vous allez sans doute avoir la poursuite de ce qu'on a dans la loi Rebsamen, c'est-à-dire qu'en parallèle de cette mise en avant de la négociation collective, on réduit les droits des représentants des salariés dans ces mêmes négociations. C'est une stratégie dans un double mouvement de cette manière-là. Et donc la loi Rebsamen, elle a très largement réduit les droits des comités d'entreprise, le nombre d'heures de délégation. Je n'ai pas le temps de m'étendre, mais elle a fait en sorte que l'employeur puisse unilatéralement réunir les instances encore plus qu'il pouvait le faire auparavant, et comme ça, à terme, ce double mouvement de réduction des droits des représentants des salariés, d'une espèce de fausse mise en avant médiatique du dialogue social et de la négociation collective, ça aboutira, si on continue sur la pente dans laquelle on est, à la fin du code du travail. Bon. Il nous reste juste 2-3 minutes, et ensuite on échangera ensemble. Pour conclure, comme je le disais tout à l'heure, la tentation serait forte de céder au découragement. Quand on voit un tel rouleau compresseur, c'est compliqué de garder la tête haute et de continuer à batailler. Pour autant, il est encore plus indispensable aujourd'hui de le faire. Et il reste un certain nombre de droits. Malgré toutes ces attaques, il reste encore des droits importants, très importants pour les syndicalistes dans les entreprises. Et donc il faut continuer la bataille, il faut continuer à montrer l'importance du syndicalisme, parce que si ça disparaît, alors je vous assure que là tout est terminé, tout est plié. Et c'est ce qui est enclenché. Parce qu'on voit bien que le gouvernement est déjà tellement à droite que la droite elle-même fait le pas suivant. Quel est le pas suivant ? C'est la généralisation des référendums d'entreprise, c'est-à-dire la fin du syndicalisme. Ça veut dire finalement pourquoi les syndicalistes seraient plus légitimes que l'ensemble des salariés d'une entreprise, et donc on va faire voter les gens. Voilà. Et donc c'est comme ce qui s'est passé chez Smart il y a quelques semaines, comme on l'a vu dans d'autres secteurs. Forcément, si vous demandez aux salariés qui n'ont pas, par exemple tout ce qu'on vient de se dire là, qui n'ont pas ces éléments-là, si on leur dit oui, il faut baisser vos salaires, sinon vous êtes virés, vous risquez de perdre leurs emplois, si on leur dit là, il y a un PSE, mais ça vise que 10 personnes, c'est pas vous, il vaut mieux que vous soyez d'accord parce que vous allez garder votre emploi, on a ce risque, malheureusement, que les salariés dans un référendum votent pour la décision de l'employeur. Forcément, parce que les salariés n'ont pas les informations pour savoir comment un salarié peut-il savoir si son entreprise est réellement en difficulté financière, par exemple, alors que la comptabilité, les comptes des filiales françaises des grands groupes sont intégralement construites comptablement, notamment par les prix de transfert. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais la comptabilité est une construction, c'est une fiction. On peut tout à fait arriver à un bénéfice zéro dans une filiale, alors qu'elle dégage en fait un niveau de profit réel très élevé. Parce que tout ça est une construction, et que souvent, pour échapper à l'impôt en France, pour éviter de verser la participation salariée pour plein
de raisons, les groupes internationaux préfèrent ne pas faire de bénéfices en France. Donc on peut des milliers et des milliers de filiales aujourd'hui. Les actionnaires peuvent décider du jour au lendemain de les fermer alors qu'elles n'ont aucune difficulté économique. Et vous avez chaque année des dizaines de plans sociaux qui sont faits dans des filiales sans aucune difficulté économique. S'il n'y a pas les syndicalistes grâce aux droits qu'ils ont encore, grâce aux experts qui les aident, et c'est ce que moi je fais dans la vie, qui sont là pour comprendre tout cela, faire des tracts, l'expliquer à l'ensemble des salariés, batailler face à l'employeur, forcément que les salariés vont, dans beaucoup de cas malheureusement, suivre ce que dira l'employeur, puisqu'ils n'auront pas d'autres sons de cloche, qu'ils n'auront pas les informations suffisantes. C'est ça l'étape d'après, c'est la liquidation, non plus seulement du droit du travail, non plus seulement des droits des représentants des salariés, c'est la liquidation du syndicalisme dans notre pays, c'est ça que vise à terme le grand patronat. Donc face à ça, il faut absolument continuer à montrer l'importance du syndicalisme, continuer à batailler entreprise par entreprise et défendre, et j'en terminerai là-dessus, défendre en positif un droit du travail plus protecteur des salariés, parce que là on défend ce qu'il reste à défendre, il reste beaucoup à défendre, mais le Code du travail, il est le reflet du rapport de force sociale dans le pays, comme l'ensemble de nos lois. Ce rapport de force sociale est très largement en défaveur de notre camp aujourd'hui, donc on aboutit à toutes ces régressions. Mais l'objectif, ça doit être de continuer à proposer des idées pour inverser les choses. Et moi, je considère que dans une période de mondialisation, de financiarisation de l'économie, de complexité de tous ces échanges avec ce que je viens de vous expliquer, par exemple sur les prix de transfert qui permettent de vider effectivement les bénéfices d'une entreprise en France, il faut de nouveaux droits pour les salariés pour pouvoir affronter tout cela. Il faut par exemple que les représentants des salariés aient le droit d'avoir l'actionnaire face à eux. Parce que le problème aussi des comités d'entreprise, c'est que les comités d'entreprise ont face à eux le directeur général, par exemple. La direction d'entreprise est obligée de venir s'expliquer face au comité d'entreprise. L'actionnaire, non. L'actionnaire ne vient jamais. Et donc les directeurs généraux ont beau jeu de dire « moi, c'est pas de mon fait, c'est l'actionnaire qui décide ». Et de fait, c'est vrai, parce que beaucoup de directions générales, dans les grands groupes, ils ont des stock options, mais ils sont aussi soumis au rapport de subordination. Ils ont des très hauts salaires, mais ce sont des salariés. Et donc ils font ce que leur demande l'actionnaire qui détient l'entreprise, qu'il pilote. Donc avoir face à soi un directeur général, ça n'a pas grand intérêt dans le combat social d'entreprise. Il faut que les actionnaires soient obligés de venir s'expliquer. Ça, par exemple, ce sera un droit nouveau qu'il faudrait avoir. Il faudrait que les représentants des salariés aient accès à l'ensemble des informations financières de leur groupe d'appartenance. Parce que si vous avez simplement des données sociales et économiques sur votre entreprise quand vous êtes une filiale d'un groupe multinational présent dans des milliers de pays, vous ne pouvez pas réellement aller au bout de la compréhension des marges de manœuvre réelles qui existent dans votre filiale pour l'emploi et les salaires. Vous avez besoin d'avoir tout un tas d'informations sur le groupe lui-même. Bon. Tout ça, cette transparence des données, ces informations qui doivent être données aux représentants des salariés, plus évidemment un renforcement du droit d'information et de consultation du comité d'entreprise qui a été, comme j'ai dit, largement dégradé, il faut le renforcer, il faut l'améliorer. Il y a tout un tas de choses en positif qu'on peut défendre politiquement et syndicalement pour essayer de renverser la vapeur. Et dans la période de reflux de nos idées aujourd'hui, où c'est compliqué de faire avancer des positions, il est encore plus nécessaire, à mon sens, on a un certain nombre de militants dans la salle, il est encore plus indispensable, à mon sens, de continuer à s'organiser à défendre ces idées-là, parce que si nous ne le faisons pas, et après il n'y aura plus rien, et on ne reconstruit pas à partir du zéro. Non, il faut prendre appui sur toute la beauté du modèle social français, sur tout ce qui a été créé, parce que tout ce que je vous ai expliqué là, avant la déconstruction sur le Code du travail, ça vient en grande partie de 1945, ça vient du Conseil national de la résistance, et il faut continuer à prendre appui sur notre histoire, sur notre modèle social, et donc sur la République française, pour défendre l'ensemble de la population.